Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence numéro 22 de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Dans cette conférence, nous allons étudier un sujet très intéressant intitulé « La vie intime de chacun ». L'objectif de cette conférence est de comprendre que nous développons tous notre vie sur 3 niveaux différents, et que ces 3 niveaux ne doivent jamais être confondus ni mélangés les uns avec les autres. Cette conférence est très importante, car comprendre ces 3 aspects de notre vie, et apprendre à les différencier et à les séparer, nous permettra d'avoir de meilleures relations avec le monde extérieur. Surtout, cela nous aidera à établir une meilleure relation avec notre propre être intérieur. Nous apprendrons pourquoi il est important de maintenir le silence nécessaire concernant notre vie intime, c'est-à-dire la relation que nous avons avec notre propre être et avec tout ce qui se déroule dans notre monde intérieur. Nous comprendrons également pourquoi nous devons garder le silence sur les différents progrès que nous réalisons, ainsi que sur les informations et les expériences intérieures que nous recevons tout au long de ce chemin. Il existe 3 types de vie dans lesquels nous nous développons tous. Premièrement, il y a notre vie publique, qui se déroule dans notre relation avec les personnes et les situations extérieures à notre famille. Deuxièmement, il y a notre vie privée, qui se déroule directement au sein de notre foyer et de notre noyau familial. Et troisièmement, il y a la vie intime de chacun, qui est liée à notre monde intérieur et à toutes les expériences que nous vivons intérieurement. Analysons chacune de ces 3 vies. La vie publique de chacun est la partie de notre vie qui se déroule depuis les portes de notre maison vers l'extérieur. En d'autres termes, c'est la vie que nous vivons avec les personnes qui ne font pas partie de notre noyau familial. C'est là que nous vivons tout ce qui est lié à notre travail, à nos amitiés, à nos collègues, à nos étudiants auxquels nous transmettons la connaissance et, en général, à tout ce qui concerne le monde extérieur et à toutes les personnes qui en font partie. La vie publique est très importante. En plus d'être une grande salle de gymnastique psychologique qui nous fournit différentes personnes et situations à travers lesquelles nous pouvons travailler sur nous-mêmes, elle nous donne également l'occasion de développer le merveilleux facteur du sacrifice pour l'humanité. À travers notre vie publique, nous pouvons développer l'amour conscient en donnant à nos frères et sœurs de l'humanité la possibilité de recevoir la connaissance qui peut les aider à comprendre que leur existence a un but supérieur. Nous pouvons donc voir que la vie publique est de la plus haute importance. Elle nous donne la possibilité d'acquérir des mérites du cœur qui contribuent à l'avancement de notre propre travail intérieur. En même temps, à travers la loi du miroir, elle nous donne la possibilité de mieux nous comprendre et d'avancer dans notre travail de mort psychologique. Ce qui est important, c'est d'apprendre à ne pas mélanger notre vie publique avec les 2 autres types de vie. Nous devons apprendre à ne pas introduire dans notre vie publique les choses et les situations qui appartiennent à notre vie privée. Nous ne devons pas exposer dans notre vie publique ce qui se passe dans notre foyer ni les salles de gymnastique psychologique que nous rencontrons au sein de notre propre famille. Et surtout, nous ne devons pas exposer publiquement ce qui se passe dans cette partie très privée de notre vie qui concerne notre relation avec notre partenaire, en particulier tout ce qui est lié à notre vie sexuelle. Cela appartient à notre vie privée et ne doit pas être exposé dans notre vie publique. Et, comme nous le verrons lorsque nous parlerons de la vie intime, nous devons également éviter d'exposer publiquement les processus intérieurs que nous vivons en relation avec notre propre être, ainsi que les expériences intérieures et les informations qu'il nous donne. Mais il est également très important d'apprendre à ne pas ramener les problèmes de notre vie publique dans notre foyer. Nous devons laisser le travail au travail. Les altercations, les conflits et les situations difficiles que nous vivons à l'extérieur doivent être résolus à travers la mort psychologique et ne doivent pas être ramenés dans notre foyer. Très souvent, nous vivons des situations difficiles dans notre vie publique et nous ramenons ensuite cette charge psychologique à la maison avec nous. Nous transportons cet état psychologique dans notre foyer et nous le transmettons aux membres de notre propre famille. À la fin, ce sont eux qui en subissent les conséquences et qui paient les pots cassés. Comme nous pouvons le voir, il est d'une importance vitale d'apprendre à maintenir ces 3 types de vie séparés et à ne jamais les mélanger les uns avec les autres. Le deuxième type de vie est notre vie privée. C'est la partie de notre vie qui concerne notre famille, nos parents, nos enfants et notre partenaire. Lorsque nous observons ce type de vie, nous constatons qu'elle se déroule également dans le monde extérieur. Elle se développe entièrement dans notre relation avec les personnes qui nous entourent.
C'est ici que nous trouvons toutes les salles de gymnastique psychologique que les relations familiales nous offrent. Cette vie comporte également un aspect très important, car sa partie la plus privée, qui est notre relation avec notre partenaire, nous donne la possibilité de développer le premier facteur de la révolution de la conscience, la naissance spirituelle. Il est donc d'une importance vitale de chérir notre relation avec notre partenaire et de lui accorder la valeur et le respect qu'il ou elle mérite. Notre partenaire est cette personne spéciale qui collaborera avec nous afin que la création des corps existentiels, qui permettront à notre conscience de se manifester dans les différentes dimensions de la nature, puisse devenir une réalité. Et, en même temps, nous collaborerons également avec lui ou avec elle dans ce processus. Il est très important d'apprendre à ne pas introduire les affaires privées de notre famille, et en particulier celles qui concernent notre relation avec notre partenaire, dans notre vie publique. Personne ne devrait intervenir dans la relation d'un couple. Nous devons travailler à comprendre et à éliminer ces moi psychologiques qui nous poussent à aller parler aux autres de sujets liés à notre vie familiale et, surtout, de notre relation avec notre partenaire. Nous devons observer et identifier les défauts qui se trouvent en nous-mêmes et qui nous poussent à parler avec nos amis ou avec d'autres membres de notre famille des problèmes que nous rencontrons dans notre relation, en recherchant leurs conseils. C'est une terrible erreur. Les affaires qui appartiennent à notre vie privée doivent être résolues au sein de notre vie privée, à travers le travail de mort psychologique et le développement de l'amour conscient. Mais il est également extrêmement important d'apprendre à ne pas nous immiscer dans la vie privée des autres. Nous ne devons jamais prendre sur nous de devenir des conseillers qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire dans leur vie privée ou comment ils doivent gérer les situations au sein de leur relation. Chaque personne doit apprendre, sous la direction de son propre être intérieur et à travers son propre travail intérieur, à résoudre ces situations particulières. Par conséquent, si quelqu'un nous demande conseil au sujet de sa vie privée, notre devoir est de lui dire de rechercher et de suivre les indications de sa propre conscience. Il est également très important de nous rappeler que nous ne devons pas ramener les problèmes de notre vie publique dans notre vie privée. Nous devons apprendre à laisser les problèmes qui appartiennent au monde extérieur là où ils doivent rester et à ne pas leur permettre de perturber l'harmonie de notre foyer et de notre famille. Examinons maintenant le troisième type de vie, qui est le plus important de tous. La vie intime de chacun. Ce type de vie comprend tout ce qui est lié à notre monde intérieur. Dès que nous commençons ce chemin de connaissance de soi, notre vie intime prend une importance très particulière. C'est à travers cette vie intime que nous établissons une communication avec notre propre être intérieur. Cette communication se fait à travers nos expériences intérieures et à travers le travail intérieur que nous réalisons. C'est dans la vie intime que nous vivons au sein de notre monde intérieur que se déroulent les différentes initiations, les différents degrés et les différents progrès que notre être réalise à mesure que nous avançons dans le travail des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Les expériences intérieures que chacun de nous vit dans les mondes intérieurs, tout ce que nous expérimentons dans les dimensions astrales, mentales, causales et dans les autres dimensions, appartiennent à la vie intime de chacun. Les enseignements secrets que chacun de nous reçoit dans les mondes intérieurs, ainsi que les différents secrets qui nous sont progressivement révélés à mesure que nous avançons dans notre travail intérieur, appartiennent également à cette vie intime. Toutes ces expériences, ces enseignements et ces révélations font partie de notre relation la plus intime avec notre propre être intérieur. Ce qui est important, c'est de comprendre que notre vie intime est profanée lorsque nous l'exposons dans notre vie publique. C'est une erreur très grave qui peut créer une stagnation importante dans notre travail intérieur. Lorsque nous apprenons à garder le silence sur les différentes choses que nous recevons dans les mondes intérieurs, nous démontrons que nous sommes dignes de recevoir les trésors de sagesse que notre être garde pour nous. Pour apprendre à garder le silence, il est important de travailler sur notre orgueil, car l'orgueil est le défaut psychologique qui aime parler de lui-même et révéler ses affaires intimes. Lorsque nous partageons nos expériences intérieures avec les autres, elles perdent leur force. Cependant, lorsque nous les gardons pour nous-mêmes, nous pouvons ensuite parvenir à les comprendre plus profondément, et cela nous donne une force psychologique. Lorsque nous racontons nos expériences aux autres ou que nous demandons à quelqu'un d'autre d'interpréter une expérience astrale pour nous, nous perdons la possibilité de faire notre propre effort, de développer notre propre compréhension et de rechercher la guidance de notre propre maître, notre être intérieur. Et lorsque nous révélons ces expériences par vanité, orgueil ou indiscrétion,
nous courons le risque que notre être cesse de nous donner des informations importantes. Beaucoup d'expériences que notre être intérieur nous donne nous permettent de vivre et de comprendre directement différentes choses. De cette manière, elles deviennent pour nous une réalité vivante et nous donnent une force intérieure. Très souvent, nous recevons intérieurement, à travers le monde astral, des avertissements concernant des événements qui vont se produire dans le monde physique. Ces avertissements peuvent nous aider à démasquer les traîtres et à reconnaître l'interférence des magiciens noirs qui cherchent à nuire au processus du sacrifice. Nous pouvons également recevoir des avertissements concernant de futures récurrences et de nombreuses autres situations. C'est pourquoi il est important de faire l'effort d'interpréter nous-mêmes nos propres expériences astrales et de ne les raconter à personne d'autre. Dans le cas contraire, nous pourrions ne pas reconnaître les avertissements qui nous sont donnés. Si nous demandons à une autre personne d'interpréter pour nous nos expériences astrales ou nos rêves, cette personne peut seulement nous dire ce qu'elle pense que l'expérience pourrait signifier. Elle ne connaît pas toutes les nuances ni les circonstances intérieures qui ont donné naissance à cette expérience. Par conséquent, nous pourrions finir par être confus et désorientés. D'autre part, si cette personne essaie de deviner ce que notre être veut nous montrer à travers cette expérience, nous pouvons développer une dépendance envers cette personne. Nous pourrions alors commencer à lui révéler constamment les différents secrets qui nous ont été confiés. De cette manière, nous ne développons pas notre propre force ni notre confiance en notre propre sage, car nous commençons à dépendre de la force et de l'interprétation d'une personne extérieure. Un autre aspect important est qu'en racontant nos expériences intérieures aux autres, nous nous exposons psychologiquement devant la personne ou les personnes auxquelles nous les révélons. De plus, si cette personne sait interpréter les rêves et qu'elle a de mauvaises intentions, elle pourrait utiliser ces informations pour nous manipuler psychologiquement. Une autre raison pour laquelle nous devons apprendre à garder le silence sur nos expériences est l'impression que nous pouvons laisser sur ceux qui nous écoutent et les conséquences qui peuvent en découler. En racontant nos expériences intérieures aux autres, nous pouvons éveiller en eux l'envie ou la frustration. Ils pourraient même se décourager de poursuivre leur travail intérieur à cause de ce qu'ils entendent de notre part. Si cela se produit, nous acquérions un karma pour avoir contribué à cette situation. D'autre part, si nos expériences impressionnent beaucoup les autres, nous pourrions générer du fanatisme. Ils pourraient commencer à nous considérer comme quelqu'un de spécial, et nous-mêmes pourrions même commencer à nous sentir spéciaux. De cette manière, nous alimenterions terriblement notre propre mythomanie. Nous devons comprendre que nous nous faisons beaucoup de mal lorsque nous révélons nos expériences intérieures. Nous nous causons un grave préjudice et nous pouvons même risquer d'être écartés du travail ésotérique à cause de notre irresponsabilité. Des informations délicates sur nous-mêmes, sur d'autres personnes et sur l'univers en général peuvent nous être confiées. Si nous n'apprenons pas à garder le silence, nous pourrions finir par interférer dans les processus et le développement spirituel des autres. Par conséquent, les expériences intérieures ne doivent pas être révélées. Lorsque nous recevons des enseignements secrets dans les mondes intérieurs, nous faisons un serment à notre Père intérieur et à notre Mère particulière de ne pas les divulguer. Ils sont appelés enseignements secrets parce que nous les recevons dans les mondes supérieurs de notre Père intérieur et de notre Mère particulière. Ce sont eux qui nous révèlent ces enseignements. Par conséquent, lorsque nous les divulguons, ils cessent de nous confier ces secrets. Alors vient l'obscurité, qui est connue ésotériquement sous le nom de « une nuit ». La durée et l'obscurité de cette nuit dépendront de la gravité de la faute. Au début, comme conséquence de notre indiscrétion, nous pouvons perdre la fluidité et la facilité avec lesquelles nous nous déployons consciemment dans le plan astral, ainsi que la fréquence à laquelle nous sommes capables de le faire. Mais si nous continuons à répéter la même erreur, nous pouvons éventuellement perdre la capacité de nous souvenir de nos rêves. Cela peut durer une semaine, des mois ou même des années, selon la fréquence à laquelle nous répétons l'erreur et selon l'ampleur des informations que nous avons révélées. Il serait donc très douloureux de devoir apprendre la valeur du silence à travers la perte de notre lumière intérieure. Nous devons également apprendre à différencier la connaissance intérieure que nous recevons à livre ouvert de celle que nous recevons à livre fermé. Lorsque nous recevons une connaissance ésotérique à livre fermé, il s'agit d'une connaissance destinée exclusivement à notre être. Elle ne doit pas être révélée dans le monde extérieur. Pour cette raison, nous devons apprendre à garder le silence. Mais lorsque nous recevons une connaissance à livre ouvert, nous pouvons la partager avec nos étudiants.
À travers l'intuition, nous apprenons à différencier ce dont nous pouvons parler afin d'enrichir la compréhension des sujets que nous enseignons et ce sur quoi nous devons garder le silence. Ce que nous devons comprendre clairement, c'est que tout ce qui concerne nos progrès intérieurs, nos initiations, nos degrés et nos processus intérieurs est une information qui doit rester uniquement et exclusivement entre nous et notre être intérieur. Nous ne devons pas introduire ces informations dans notre vie publique ni dans notre vie privée. Nous devons rester complètement hermétiques en ce qui concerne ces informations. Eh bien, ceci conclut la conférence numéro 22 de la phase B. Dans la prochaine conférence, nous étudierons un sujet intitulé « Le symbole de l'aigle qui dévore le serpent ». Dans cette conférence, nous parlerons des 3 dernières étapes qui doivent être franchies pour parvenir à l'autoréalisation et de la manière dont ces étapes étaient représentées dans les anciennes cultures mésoaméricaines. Ce sera une conférence très intéressante. Merci beaucoup. À la prochaine!